Le sac à main d'une autre vie de Victoria Lecointe aux éditions Jouvence. Chapitre 1. Rencontre. Claire. Bon, c'était sympa, mais quand même, quelle prétentieuse! Voilà toute l'impression que m'a laissée cette soirée avec mes amis de la fac. On pourrait me trouver mauvaise, mais tout de même, on peut réussir dans la vie sans s'en vanter à tout bout de champ, non? Et toi, Claire, tu fais quoi ces temps-ci? Ça m'agace. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas fait carrière. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Je ne pense pas avoir réussi, certes, mais je ne pense pas avoir raté non plus. Pourtant, j'ai passé une soirée agréable. Et c'est perdu au milieu de ces sentiments mitigés que j'attends la rame de métro dans une station glauque, comme tant d'autres à Paris. Ah, Paris, vous dira-t-on. Oui, j'adore Paris, c'est vrai. Quelle splendeur! Quand on habite intramuros, oui. En revanche, quand on habite en banlieue, c'est autre chose. Je dois prendre le métro, puis changer pour prendre le RER, et encore faire 15 minutes à pied jusque chez moi. La rame de métro arrive. Je m'avance prudemment en prenant soin de ne pas dépasser la ligne derrière laquelle les usagers du métro sont censés se tenir. La règle, c'est la règle. Lorsque les portes s'ouvrent, je m'avance et regarde autour de moi. Même à cette heure tardive, il n'y a que quelques sièges libres. Je m'assois entre deux personnes, face à une autre rangée de sièges. J'aime bien regarder les gens dans le métro, discrètement. Je me demande quelle est leur vie, où ils vont, quels sont leurs goûts. Il y a une jeune femme debout qui regarde son téléphone avec un sourire épanoui. Que voit-elle? Les messages d'un amoureux transi? Les photos de ses enfants? En face de moi est assis un homme d'une 50aine d'années aux cheveux aussi gris que les cernes qu'il a sous les yeux et qui bâille à s'en décrocher la mâchoire. Il porte un costume froissé de petite qualité. Encore un qui s'échine au travail pour un salaire qui n'en vaut pas la peine. La femme à côté de lui, en revanche, qui semble, comme moi, avoir la quarantaine, a visiblement des revenus bien plus élevés. Elle porte une robe fourreau magnifique, noire, sobre, dont la coupe parfaite laisse deviner sa provenance luxueuse. Ses cheveux blonds coupés au carré sont lumineux, soyeux et coiffés à la perfection. Quant à son maquillage, il est digne d'un plateau de télévision américain. Le tout à 23h, en plein Paris, après une longue journée de travail. Qui ne semble d'ailleurs pas terminée puisqu'elle a les yeux rivés sur son écran de téléphone et affiche un air très sérieux. Comment fait-elle? C'est une question que je me pose souvent quand je vois ce genre de femmes. Comment font-elles? Est-ce qu'elles ont un coiffeur attitré qui vient sublimer leur chevelure tous les matins, puis les maquille comme des divas? Tout cela dans un bain de lait d'ânesse avec une coupe de champagne dans laquelle s'épanouissent 2 ou 3 framboises. J'exagère peut-être un peu, mais il y a là réellement un mystère à creuser. Je ris sous cap, car je vois bien qu'elle plisse légèrement les yeux pour réussir à lire son écran de téléphone, à cette heure indue, s'efforçant d'ajuster sa vision de sorte à ne pas faire aveu de faiblesse. De vieillesse plutôt, en sortant des lunettes de lecture. Enfin, je ris jaune, car j'y vois en réalité un reflet de mes propres difficultés inavouées. Ah non, en ce début de quarantaine, on ne peut tout de même pas accepter de se ridiculiser en admettant que nos yeux fatiguent. Je remarque d'ailleurs que ce n'est pas là notre seule similitude. La couleur des cheveux, des yeux, la forme ovale du visage, jusqu'au nez légèrement retroussé. Il y a entre nous une curieuse ressemblance. Disons quelle est la meilleure version de moi-même, celle que j'aurais pu être. Que j'aurais dû être? Ne pas s'attarder sur cette question dérangeante. Je continue donc mon examen discret. De toute façon, tout absorbée qu'elle est par la lecture de ses emails et surtout par la concentration nécessaire pour réaliser la prouesse de les lire sans l'aide de lunettes, elle ignore absolument être observée de près. Et je me rends compte que le 3e passager de la banquette me faisant face n'est autre que mon propre sac à main. Excepté qu'il s'agit du sac à main de cette femme, que j'appellerais la travailleuse. Notez l'ironie, car on est tout de même assez loin du registre travailleur-travailleuse. Et non le mien. Et pourtant, c'est bien le même sac que le mien. Une splendeur portée main, anguleux, cuir grainé, vert émeraude. Et surtout, un prix exorbitant. J'en rêvais depuis longtemps et je me le suis finalement offert après 2 années d'économie. J'y tiens beaucoup. Je regarde la travailleuse et je me dis que pour elle, ce ne doit être qu'un sac parmi tant d'autres.
À la station suivante, une femme enceinte entre et reste debout, n'osant pas demander à la travailleuse, qui ne se rend absolument compte de rien, de lui laisser la place qu'occupe son sac à main. Je m'empresse de me lever pour lui céder ma place, ce qu'elle accepte avec soulagement. Tandis qu'elle glisse avec difficulté son gros ventre entre les passagers, la travailleuse se rend compte de son indélicatesse et semble gênée, l'espace de quelques secondes. Elle prend son sac sur ses genoux et me propose aimablement de m'asseoir. Ce que je fais lorsque la rame de métro s'arrête subitement, dans une secousse qui manque de me faire tomber. Bien évidemment, nous sommes en plein milieu d'un tunnel, impossible de sortir, et la rame reste immobilisée, durant ce qui semble de longues minutes. « Vous avez un très beau sac » dis-je à ma voisine travailleuse avec un sourire complice. Je suis angoissée et quand j'angoisse, il faut que je parle. Elle sort le nez de ses emails avec l'air perdu de celle qui a vaguement entendu sans savoir de quoi il s'agit. « Pardon » s'excuse-t-elle. « Votre sac, il est superbe » dis-je à nouveau. « Ah, ça, merci !» Voilà exactement ce que je disais. Un sac parmi tant d'autres. Je me tais et tente un geste discret pour cacher mon propre sac, mortifié par son ton ordinaire, en désignant un objet qui est pour moi absolument exceptionnel. Je crois qu'à ce moment-là, elle se rend compte de sa bévue et se sent gênée à nouveau. « J'espère que nous ne resterons pas coincés trop longtemps. J'ai une journée affreuse, » reprend-elle en essayant de faire oublier cette scène embarrassante. « Oh oui, j'espère aussi. Je viens de passer 2 heures avec les reines de la modestie. J'ai juste envie de rentrer chez moi, m'écrouler sur le canapé et regarder la télévision avec mon mari. Il y a le dernier épisode de The Place ce soir. » Ma voisine semble gênée. « Oui. Je suis attendue aussi. Je ne voudrais pas arriver trop tard. » Cela ressemble bien à un mensonge. Je crois que personne ne l'attend à la maison. Et après ce trajet, je dois encore prendre le RER et marcher pour arriver chez moi, donc je suis pas près de la ligne d'arrivée. Vous êtes encore loin ? Non, je dois sortir à la prochaine station. Saint-Germain-des-Prés. J'aurais dû m'en douter. Un sac magnifique, une robe magnifique et une adresse magnifique. Mais personne avec qui partager tout cela. Cette fois-ci, nous n'avons plus rien à nous dire, un monde nous sépare. Un silence gêné s'installe entre nous tandis que la lumière revient et que la rame de métro redémarre, pour s'arrêter 1 minute plus tard, à la station Odéon. « Au revoir » dit la travailleuse en se levant. « Au revoir, bonne soirée !» Je la regarde s'éloigner, les yeux à nouveau rivés sur son écran de téléphone et je pense « Mon Dieu, pour rien au monde, je n'échangerai ma vie contre la sienne. » Agathe. Une fois les portes du métro refermées derrière moi, je regarde la rame s'éloigner en pensant à cette femme, qui a l'air si fière de son sac à main, qui ne semble avoir le temps ni de se coiffer, ni de se maquiller, et qui doit faire un trajet interminable pour aller retrouver un mari vautré devant la télévision. Je reprends mon chemin et je pense « Agathe, si un jour te vient l'idée saugrenue de fonder une famille, souviens-toi de cette femme. Pour rien au monde, je n'échangerai ma vie contre la sienne. »